Bonjour, je m'appelle Amélie et tous les mardis, je vous propose de rencontrer une personne qui essaye de son mieux de répondre aux enjeux écologiques à travers des petits ou grands gestes du quotidien. J'espère que vous écouterez avec affection leur chemin, leurs combats, leur colère, ainsi que leur joie, leur fierté et leurs bons conseils. Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances. Un voyage qui a duré 22 heures, si je me trompe pas. Et 22 heures avec donc un train de nuit en fait. C'est vraiment on n'était pas dans une petite pièce fermée. Tout était ouvert. Il y avait des lits partout. Il y avait pas de douche. C'était la première fois qu'on prenait un train aussi long en couchette. J'ai un train assez vieux, mais sans douche, donc et sans clim. Donc quand t'es arrivé, il faisait super chaud. Il y a du sable partout. On avait un peu d'impréhension de se dire oh là là, ça va être long. Et en fait, c'est vite parti parce que les gens sont incroyablement gentils avec nous. Même si on avait la barrière de langue. Ouais, parce que personne parlait anglais du coup. Personne parlait anglais, on n'avait pas internet. Et en fait, c'était le meilleur train qu'on ait pris, quoi. Sissi et Virac ont décidé de partir à deux, en couple, en train, de Paris à Bali. Voyager, c'est prendre le temps de découvrir les paysages, les personnes, les cultures et soi-même. Mais c'est aussi se retrouver face à des galères administratives qui pensent encore à travers l'avion, ou encore être différent face à celle-ci en raison de sa nationalité. Mais surtout, c'est créer du lien. Pour quelques minutes, quelques heures, quelques jours, n'importe où, dans un wagon comme lors d'un mariage. Sissi et Virac prennent le temps de savourer la vie à travers un voyage tout en douceur. Je vous laisse en compagnie de Sissi et Virac. Bonjour Sissi et Virac. Bonjour Amélie. J'espère que vous allez bien. Ça va, merci. Super. Et que vous êtes content d'être en Chine, c'est ça, vous êtes en Chine en ce moment? Oui. Tout à fait, à Canton. La première question que j'aimerais vous poser, c'est comment vous allez, mais sous le prisme de l'écologie. Ça va, dans le sens où depuis je dirais 2-3 ans, on fait pas mal d'efforts, d'amélioration plutôt, sur notre empreinte environnementale, notamment. Moi, je suis passé, j'aime bien dire 99% vegan. 99% parce qu'il y a toujours chez les parents, et puis en Ouzbékistan, c'était plus compliqué. Mais sinon, c'était une bonne amélioration par rapport à avant, où on mangeait vraiment de la viande à tous les repas. Je prenais une pizza avec toutes les viandes possibles et inimaginables, avec un peu de poivron dessus. Voilà, c'était il y a quelques années, et du coup maintenant, ouais, quasiment tout le temps vegan. Au niveau transport, là du coup, on voyage sans avion. Et puis on fait attention aussi aux vêtements qu'on achète, où est-ce que c'est produit, comment c'est produit. Et puis pareil au niveau aussi financier, où là moi j'ai ouvert un compte chez Gringot, une banque plutôt connue pour la réduction de son empreinte environnementale par rapport aux autres banques. Oui. De mon côté, on est dans cette démarche ensemble. Donc, je suis passée végétarienne. Donc, ça fait un an. Voilà. Mais de base, je suis pas très viandard, donc c'est un peu plus facile peut-être pour moi de imaginer la vie sans viande. Et comment c'est arrivé aussi, parce qu'on a regardé des documentaires comme le Game Changer, qui explique un peu même si on est sportif de haut niveau, on n'est pas obligé de manger de la viande, et qu'il y a beaucoup en fait d'idées reçues comme quoi il faut manger de la viande pour être fort, pour être performant, que sans viande on serait tout tout maigre et qu'on manquerait en fait de nutriments. Et du coup, ce documentaire nous a permis de vraiment changer de regard, de sortir de ces idées reçues, puisque tous les sportifs qui étaient dans haut niveau, qui étaient présentés, ils ont au contraire augmenté leur performance. Endurance aussi, énergie. Ouais. En changeant leur régime alimentaire, donc ça casse complètement l'idée qu'on a de base qu'il faut manger de la viande. Et c'est marrant parce que ça fait un peu le même écho qu'on a annoncé à nos proches que manger plus de viande. Ah bon, pourquoi? Mais
il faut un peu quand même, il faut donner la force. Et c'est drôle à chaque fois qu'on tombe malade. Du coup, ses parents, ils en profitent pour dire, tu vois, tu manges pas de viande, tu tombes malade. Ouais, c'est ces petites anecdotes assez marrantes, ouais. Voilà. Pour rassurer la famille, on leur dit que, on prend des compléments, vitamine B12, qui est, oui, deux compléments même importants quand on mange plus de viande. Mais à part ça, en fait, on a continué à faire un check chez le médecin pour effectivement voir que sur papier qu'on n'a pas de carence. C'était pas que sur nos ressentis, et sinon sur nos ressentis, on a plus vu, voilà, de points positifs que négatifs, parce qu'on se sent plus léger. C'est vrai que c'est en fait en combinant notre arrêt de viande, on est très axé sur bien-être, etc. Donc on a aussi essayé douche froide par exemple, et le jeûne. Le jeûne intermittent, et puis même plusieurs jours. Là, par exemple, moi, sur les 5 jours de la semaine, je fais du jeûne intermittent, où je fais pendant 16 heures, entre 20 heures le soir et midi, le lendemain de midi, je mange pas. Alors qu'avant, je mangeais toutes les 2 heures à 3 heures. Je mangeais 7 heures, 9h30, midi, 14 heures, 18 heures, 21 heures, quoi. Oui, et pour revenir à la contribution écologique, donc, avant le Covid, je pense que j'avais déjà fait un calcul d'empreinte carbone. De base, on va dire sur toutes les catégories, j'étais bien sûr, sauf une catégorie, c'était le voyage. C'était parce que je prenais trop d'avions, parce que j'adore le voyage. Ça aussi, c'est un énorme impact. Maintenant, on est au courant, donc combien ça représente de prendre l'avion, et surtout quand on fait des grandes distances. Et donc, peut-être que c'était parmi tes questions, mais comment on était venu à voyager sans avion? C'est que... Ouais, c'est ce que j'allais vous demander, c'est que d'habitude je demande quel est votre chemin écologique pour en être arrivé là, et moi ce que je voudrais savoir c'est quel est votre chemin pour avoir changé votre manière de voyager. Oui. Donc déjà peut-être pour te parler de comment est née cette idée de voyage, de toute base, c'était pas forcément pour l'écologie, c'était juste on voulait changer de cadre de vie parce que ça ne correspond plus forcément notre manière de vivre, nos métiers respectifs. Donc tous les deux, on était consultants dans l'informatique. On faisait 2 métiers différents, mais on était dans le même secteur d'activité. Et c'est vrai que c'est un confort de vie, c'est des métiers qui gagnent plutôt bien, mais on a remarqué qu'on n'était plus forcément en rythme en fait avec les autres. Enfin, on se sentait pas en fait à notre place, qui manquait quelque chose. Effectivement, d'un côté, on voit de plus en plus ces catastrophes naturelles à la télé, autres, on en parle de plus en plus. Mais en même temps, on a un peu continué à vivre comme avant, sans vraiment changer les choses. Même si, voilà, de notre côté, on a changé notre régime alimentaire. Mais on voyait que quand même, autour de nous, il y avait pas beaucoup de choses qui changeaient. Ou si on voulait, voilà, sortir de un peu salariat pour se mettre à notre compte, pour justement avoir plus de liberté sur ce qu'on fait, sur ce qui nous anime. Donc en fait, le premier idée, c'était juste prendre un billet simple pour Bali. C'était dans ma dream list, acheter un billet d'avion, aller simple à Bali. Voilà, c'était ça l'idée de base. Et en fait, avec le Covid, en fait, oui, on a pris conscience écologique, on a fait pas mal de changements, puis on s'est dit, en fait, si on veut prendre une année entre guillemets sympathique, on a le temps en fait de voyager. Prendre l'avion, c'est pas forcément nécessaire dans ce cas-là, parce qu'on n'est pas pressé non plus d'aller de jour au lendemain à Bali. Donc c'est de là qu'on a commencé à regarder quelles sont les possibilités d'aller jusqu'à Bali, de l'Europe en Asie sans prendre l'avion. C'est là qu'on a découvert que voilà, il y a 3 chemins. Les 3 principaux, c'est par le nord, par la Russie, avec le transsibérien notamment. La deuxième possibilité, c'était plus par le sud, jusqu'en Turquie, après par l'Iran et Pakistan, etc. Et nous, du coup, on a opté pour la troisième chemin, qui est le moins emprunté pour le coup. C'est à partir de la Turquie, remonter un peu par la Géorgie et traverser l'Azerbaïdjan, puis la mer Caspienne, puis le Kazakhstan. En fait, c'est un peu entre les deux, géographiquement. Okay. Et pourquoi on a pris ce chemin-là? Parce qu'en fait, en Russie, il y avait la guerre avec l'Ukraine, donc les conflits. Donc c'était compliqué quand on avait fait nos recherches, et aussi pour la famille, ça rassure pas. Le second chemin par l'Iran, on avait vu qu'aussi pour l'Iran, c'était un peu compliqué. On avait vu quelques infos, et puis j'ai une collègue qui a de la famille là-bas qui m'avait dit que c'était un peu compliqué. Donc du coup, on s'est dit, ok, let's go au milieu, quoi. Et donc on est parti comme ça, traverser l'Europe, puis la Turquie, la Géorgie et la mer Caspienne pour arriver au Kazakhstan, l'Ouzbékistan et là maintenant en Chine. Et pour tout ce qui est visa? Ouais, pour l'administratif. Vous devez les faire. Ouais. Alors avant de partir, donc moi je suis français, ce qu'il faut savoir c'est que moi je suis français, donc j'ai le passeport français, madame elle est chinoise avec le passeport chinois. Et moi en tant que français, le seul visa que j'ai fait pour l'instant, c'est que c'était pour la Chine.
j'ai dû faire avant de partir. Donc le départ on avait prévu fixer le départ pour le 25 juin 2023. On avait pris notre billet train de nuit Paris-Vienne. C'était vraiment notre date de départ. Et donc, j'ai dû faire le visa pour la Chine un peu avant. D'ailleurs, je l'ai obtenu 2 jours avant le départ. Et donc jusque-là, j'ai pas eu besoin de faire d'autres visas. Oui. Le petit truc, c'est que maintenant, depuis le mois de juillet ou depuis le mois d'août, pour les Français, pour aller en Chine, ils peuvent le faire depuis la Géorgie. Il y a d'autres d'accord. Flexibilité. Donc ça permet de gagner du temps entre guillemets. Quoi. C'est vrai que jusqu'à là, en fait, on voyageait assez flexible, à part, voilà, parce que quand Virac a fait le visa, il avait 3 mois pour rentrer en Chine. Après les 3 Voilà, mois, c'est ça. son visa, ça va expirer et donc inutile. Mais du coup, voilà, se savoir qu'on pourrait faire dans d'autres pays, ça rassure aussi d'avoir cette flexibilité-là. De mon côté, passeport chinois, c'est un peu plus compliqué. J'ai dû faire plus de visas. Mais du coup, je pense que je sais pas si dans l'audience, ils sont intéressés de... Oh bah, il y a peut-être des personnes comme toi, hein, on sait jamais. Hein. Il y a encore, il y a la Turquie, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, si elle reste plus de 15 jours pour faire le visa. Oui. Enfin, Turquie, c'était pas trop, enfin, c'était le premier pays où j'ai dû faire le visa parce que comme j'ai une carte de séjour en France, tout ce qui est pays européen, à part les Grande-Bretagne, ça va. Mais du coup, à Turquie, j'étais surprise parce que ils ont même pas demandé finalement. Ok. Donc c'était une petite charge mentale, un petit stress pour au final rien. Ouais. Par contre, au Ouzbékistan, on a eu. Ouais. Quand on parlait de galère tout à l'heure, l'Ouzbékistan, l'arrivée en Ouzbékistan depuis le Kazakhstan, c'est fait en train. Et à la frontière, vraiment à la frontière à l'entrée de l'Ouzbékistan, l'officier nous a contrôlé nos papiers. Et comme il a vu que pour Sissi, le passeport chinois, en fait, elle a le droit de rentrer dans le pays pour 7 jours. 7 jours. Seulement si elle prend l'avion. Donc si j'arrivais par le train, fallait que je fasse un visa et en fait leur site était pas très fonctionnel, donc j'ai essayé d'appliquer un visa avant d'y aller. Sauf que j'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout parce que la page ne tournait pas. Et on a vu quelque part que du coup pour moins de 7 jours, j'avais pas besoin de visa, donc on s'est dit OK, c'est bon, on peut y aller. Et en fait, on était bloqué et j'ai montré que j'ai quand même demandé un visa en ligne avant de partir, mais que ça fonctionnait pas et il a dit non, mais il y avait pas moyen de payer sur place. Voilà, payer sur place parce que ce qui manquait il me disait que c'était pas payé. Je lui dis si c'est que ça, je peux payer maintenant. Et en fait non, il faut vraiment aller sur le site, etc. Et fallait attendre quelques jours, donc on était un peu en panique parce que c'était on pouvait pas en fait passer juste comme ça. Donc finalement, il nous a dit, du coup, vous devez prendre un billet d'avion de sortie pour aller au Kazakhstan. Dans les 7 jours de notre. Ouais. Ok. Donc vous avez dû prendre l'avion. Non. On a payé. Non. Elle a payé le billet d'avion, mais on n'a pas pris l'avion pour sortir. Ouais, on a pris un billet annulable. Ah, d'accord, ok. C'est le seul moyen qu'ils nous laissent. Même si ça paraît très stupide, sur le coup, on s'est dit, mais pourquoi par l'avion oui et pas sol, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est comme ça. Des fois, il y a des normes assez rigides c'est pas forcément compréhensible, mais c'est comme ça. Et donc, ça, on a pu, du coup, passer avec. Et au Kazakhstan, c'est 14 jours, du coup, pour les passeports chinois. Sinon, faut faire un pour rester plus longtemps. Voilà. En fait, c'est pas non plus trop galère, mais il faut bien se renseigner en avance. Et c'est vrai que ça, c'était un truc où j'ai eu plus de charge mentale que monsieur parce que bon, de toute façon, avec un passeport français, c'est vrai qu'on voyage assez facilement. Mais pour vous donner un peu de contexte, comment on a préparé derrière tout ça, c'est qu'on a créé un tableau où on a mis tous nos pays lesquels on va passer. Et donc au préalable, je suis allé voir aussi pour chaque pays, est-ce qu'on pouvait déjà demander un visa en ligne parce que c'est vrai que si je peux aller sur place, etc., ça prend du temps et j'avais vu que voilà tous les pays où on avait besoin d'un visa, on peut faire en ligne. Et donc c'est assez facile, sauf pour la Chine du coup pour les Français, il faut un peu penser avant, mais sinon c'est assez rapide généralement. Donc en fait vous aviez surtout un temps donné pour arriver en Chine dans les 3 mois. C'est ça. C'est ça ou... Parce que à ce moment-là, en Géorgie, c'était pas encore possible, alors que maintenant ça l'est. C'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, quand je l'ai fait en juin, du coup, j'avais entre le 19 juin et le 19 septembre 2023 pour aller en Chine. Ouais. Donc maintenant, c'est complètement. Enfin, si tu passes par la Géorgie, tu peux le faire depuis là-bas. Ouais, tout à fait. Donc, ok. Et après, pour arriver en Chine, ouais, tout à fait. Donc, vous pouvez pas trop traîner non plus. Et donc, vous aviez, toi, Sissi, t'avais des temps pour rester dans les pays. Et toi, en tant que Français, c'était pareil ou tu pouvais rester tant que tu voulais? Jusqu'à la Turquie, c'était ok. Et après, c'était la Turquie, je sais même pas si on avait un temps limité. La Géorgie, je sais que c'est 1 an. D'ailleurs, c'est un très très bon pays qui est sous-coté.
Franchement, la Géorgie, c'est un coup de cœur. Et là, pour le coup, en Géorgie, j'avais pas besoin non plus. Ouais, toi non plus. Ouais, en tant que chinoise, Donc pas ça, besoin c'était bien. Mm. C'est pour ça qu'on est resté assez longtemps là-bas, parce qu'on se sentait bien, et c'est vrai qu'au niveau administratif, on n'est pas au jour près sur notre... Ouais. Après, en général, on regarde sur le site Le Tour du Mondiste, et là, ils donnent à chaque fois les dates, les durées possibles dans chaque pays. Oui, Ok. Jusqu'à maintenant, on n'est pas resté plus de 30 jours dans un pays. non. Et vous êtes parti sur un coup de tête ou vous avez préparé votre voyage pendant plusieurs semaines et mois? Non, on avait cette idée depuis plusieurs mois, au moins plus de 6 mois. Après, comment s'est préparé le voyage en lui-même, je pense qu'on n'a pas mis tant d'énergie que ça. C'était vraiment plus les préparatifs parce qu'en fait, on a acheté une maison. Donc, fallait vider la maison, fallait trier nos affaires. C'était plus ça qui a pris en charge mentale. Après, honnêtement, je dirais, le maître mot de notre voyage, c'est flexibilité. Parce que quand on est parti, on a pris notre premier billet de train et notre première nuit d'hôtel, et après, on savait pas. En fait, on planifiait au fur et à mesure, parce que on pourrait réserver plein de nuits d'hôtel, etc. en avance, mais en fait, ça ferait que notre voyage devient super rigide. C'est-à-dire que une fois sur place, si on voulait rester plus ou moins, on n'avait plus de main dessus. Donc, on décide, c'est vrai qu'on décide un peu au fur et à mesure de ce qu'on fait. Et parce que comme ça permet aussi de répartir un peu la charge mentale sur tout le séjour. Et d'ailleurs, maintenant, ça fait quoi, presque 3 mois? Ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois qu'on voyage. Et on s'est rendu compte aussi que quand on change trop d'endroit, trop rapidement, tous les deux, on est moins reposés, parce que quand on change d'endroit tous les 2-3 jours, on n'a pas vraiment le temps de se poser, vraiment visiter. Et c'est pour ça qu'on a voulu aussi un voyage slow, parce que le but de voyage, certes, c'est l'écologie de pas prendre l'avion. Mais en fait, l'avantage de voyager comme ça, c'est que le trajet fait partie du voyage, donc le trajet est hyper important aussi. C'est pas seulement Bali, c'est en fait tous les pays, toutes les villes qu'on traverse. En fait, tout ça, c'est riche, donc c'est dommage pour nous de vouloir trop aller vite, et en fait, du coup, de ne plus profiter chaque instant du voyage. Ouais. Et vous disiez que vous aviez un pays coup de cœur, c'était la Géorgie. Est-ce que vous avez d'autres pays comme ça où vous vous êtes dit, mais j'y serais jamais allé si j'avais pas fait ce voyage ce slow travel, et en fait ça aurait été trop dommage de pas y avoir été? J'irais Ouzbékistan et Kazakhstan. Ouzbékistan parce que je pense que en fait je sais pas si tu avais des attentes avant d'y aller. Moi, c'était plus vraiment par curiosité, parce que j'avais déjà entendu en fait un récit de voyage d'une femme qui a allé en vélo jusqu'au Vietnam. Donc elle a vraiment traversé l'Asie centrale aussi. Et en fait, elle a dit vraiment coup de cœur pour l'Asie centrale, que la nature est magnifique et que les gens, ils étaient très chaleureux. Et j'avais gardé ça dans un coin de ma tête. Et c'est vrai que juste avant ce grand voyage, j'étais allé à plein d'endroits, mais j'ai jamais été en Asie centrale. Et c'est vrai que c'était pays assez riche en culture, parce que donc avant c'était occupé par la Russie, donc souvent les personnes parlent russe, et aussi ils ont des origines un peu d'Asie, voilà, de Chine notamment, de l'Iran aussi, de la Russie, et donc en fait ça fait des gens vraiment mélangés, voilà, au niveau culturel, et j'adore la diversité culturelle. Et en fait au Ouzbékistan, parce que quand on était arrivé, on était choqués par l'hospitalité des gens. En fait, on était même pas encore arrivé. En fait, on était encore dans le train entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan dès l'entrée du train. Donc, c'est un voyage qui a duré 22 heures, si je me trompe pas. Et 22 heures avec donc une train de nuit, en fait. C'est vraiment on n'était pas dans une petite pièce fermée. Tout était ouvert. Il y avait des lits partout. Il y avait pas de douche. C'était la première fois qu'on prenait un train aussi long en couchette. J'ai un train assez vieux, mais sans douche, donc et sans clim, donc quand t'es arrivé, il faisait super chaud. Il y avait du sable partout. On avait un peu d'appréhension de se dire oh là là, ça va être long. Et en fait, c'est vite parti, parce que les gens sont incroyablement gentils avec nous, même si on avait la barrière de langue. En fait, parce que personne parlait anglais du coup. Ouais, personne parle anglais, on n'avait pas internet, et en fait, c'était le meilleur train qu'on ait pris, quoi. Ouais, clairement. C'est là où on est le plus dépaysé à 100%, parce que il y a la barrière de la langue. Les conditions font que t'as le sable à côté, t'as pas de clim, tout est ouvert, enfin c'était ouf. Oui. Et finalement, voilà, tout le monde, le dame qui s'occupait de notre wagon est passé souvent nous voir, on se demandait si ça allait. On avait des gens qui nous donnaient à manger, à boire.
on s'est senti bien, quoi. On s'est senti accueillis et on est très touché aussi par la gentillesse des gens parce que c'est pas forcément les gens qui possèdent le plus. Au contraire, je pense que c'est des pays même assez pauvres, mais vraiment au Ouzbékistan, on a été frappé par cette gentillesse. Et donc premier jour qu'on est arrivé au Ouzbékistan, on était allé à un mariage. C'était pas du tout. Ah, vous avez été invité? En fait, on se baladait dans un parc. C'était la nuit. On venait de manger. On était un peu fatigués, mais on s'est dit bon allez, on va pas rentrer tout de suite après avoir mangé, donc on va marcher un peu. Là, on entend un peu du bruit à l'extrémité du parc. Donc on se dit bon, on est un peu curieux, donc on va aller voir. Et en fait, on a l'impression que c'est un grand restaurant. Et là, il y a des gens qui sont en costume et tout. Puis il y a un jeune qui nous dit venez voir dedans, en nous faisant un geste comme ça. Du coup, on se regarde, on fait bon allez, on y va. Et puis là, on voit c'est la grosse fête, les gens en train de danser, en train de manger partout, mais un peu à l'américaine, il y a la bouffe partout, mais c'était vraiment abusé. C'est vraiment une grande table avec des pyramides de bouffe. Et au milieu de la grande salle, une piste de danse avec un mec qui chante, avec une scène, avec un caméraman, et c'était retransmis en live sur un grand écran. C'était incroyable. Un autre monde. Et donc dans la minute qui suit, donc on regardait en mode waouh, c'est magnifique tout ça. Dans la minute qui suit, Virak se fait embarquer par d'autres gars pour danser avec eux. J'étais en claquette, enfin en tongs, short, t-shirt, comme à la plage, quoi. Et ils m'ont dit, viens, comme. Puis là, ils faisaient la fête, on faisait la fête, on dansait, j'étais sur la piste avec eux, alors que je les connaissais pas du tout. C'était... Incroyable. Et dans la culture, en tout cas dans ce mariage, c'était homme-femme séparés, donc c'était surtout des mecs qui dansaient comme ça. Donc au début, je restais sur le côté, et puis je rigolais, etc. C'était beau à voir, et puis une dame m'a parlé. Je pense que c'est la seule dame qui parle anglais à ce mariage. Donc elle m'a dit venez à nos tables, etc. Vous êtes nos invités. Mangez, buvez ce que vous voulez, etc. Donc on était invités à table avec d'autres dames. J'avoue, j'étais un peu gênée au début parce que déjà de venir voir un mariage qu'on n'était pas invité forcément et on connaissait personne, ça faisait bizarre au début, mais ils sont tellement gentils. Enfin, on était vraiment sur le coup, on était vraiment surpris en fait par cette invitation. Donc on avait déjà mangé, donc j'avais dit on a déjà mangé, mais c'est vraiment gentil de nous proposer tout ça. Et puis un deuxième moment aussi, c'était quand Virak s'est fait inviter sur scène avec les autres. Ouais, parce qu'en fait pendant la soirée, il y a le chanteur qui fait la musique et nous on danse. Et par moment il y a les proches qui vont prendre le micro et puis qui vont faire un petit discours en souhaitant tout le bonheur des vœux pendant quelques minutes à chaque fois. Donc ça tourne à chaque fois. Et à un moment donné, il y avait, je pense, que ça devait être les témoins parce qu'ils étaient vraiment très proches du marié. Et puis là, ils me regardent et ils me font viens, dis un mot et tout. Moi, j'étais super gêné, je savais pas quoi dire. je savais pas quoi dire, quoi. Donc là, je sors quelques mots en anglais, vite fait, je suis en train de bégayer, c'était magique. Et là, il y a le frère, je sais pas si c'est le grand frère ou le petit frère du marié, qui me dit more, keep talking, tu vois, en gros. Il me dit parle. Donc là, je recontinue, et puis parle. Ça a duré 5 minutes, mais dans ma tête, ça a duré au moins 15-20 minutes, tu vois. Parce qu'en fait, je pense, dans le principe, c'est plus tu racontes des choses, plus tu dis des choses bien, et plus il y a de chances que ça se produit. C'est pas juste 2-3 mots, allez, bon mariage, et ça va vite ça, quoi. Faut t'enchaînes au maximum jusqu'à que t'aies plus de voix, en fait. C'est ça faut donner un maximum, ils sont à fond, quoi. Chaleureux, Même ça se voit dans leur manière de danser, peut-être certains, ils étaient quasiment en transe, tellement c'était à fond. Et du coup, pour Virak, ils s'attendaient pas. Et puis, c'est vrai que faire un discours couple qu'on connaît pas, c'est quand même particulier. Mais on a apprécié le fait qu'ils nous accueillent vraiment. Voilà, ils considèrent que les étrangers, ça leur apporte le bonheur et vraiment ils accueillent à bras ouverts et ils donnent le meilleur d'eux. Et donc, c'était vraiment touchant. De mon côté aussi, du coup, j'ai dansé avec d'autres dames dans un deuxième temps. Et il y avait une dame qui m'avait dit, alors pareil, elle parle pas anglais, mais j'ai senti que elle est très contente de me voir, de danser avec moi. Et puis à la fin, elle m'a dit, mais vous dormez pas à l'hôtel, venez chez moi. Et puis il y a une dame qui dit, elle cuisine bien en plus. donc ouais, c'était vraiment une expérience magique. Et pour ceux qui y vont, donc nous on était à Samarkand, au Ouzbékistan, là c'est une ville magnifique. Et en fait on a su après que aussi il y a plein de grands mariages là-bas, qui se passent là-bas. Et généralement ils sont assez accueillants, donc
Je pense, enfin, je conseillerais en fait les gens qui sont un peu curieux, qui ont envie de voir ce que c'est, d'aller. Dès qu'il y a du prix, maintenant, on va voir ce qui se passe, parce que c'est Voilà. jamais. Je pense que c'est assez facile de trouver en fait finalement de tomber sur un mariage. Nous on savait pas au début, mais voilà, pour les gens qui veulent connaître plus, je pense que ça vaut le coup d'aller voir. C'est ce qu'ils disaient, c'est les mariages ouzbeks, apparemment ça se passe assez souvent comme ça, donc c'est vraiment sympa. Et en plus, Samarcande, du coup, c'est une ville qui est sur la route de la soie, donc c'est un peu le chemin qu'on suit aussi. Oui. Et Kazakhstan aussi, parce que Kazakhstan, pareil, il y a plein de montagnes. Sur l'est du Kazakhstan, il y a Almaty. Oui, Almaty, on a beaucoup aimé, notamment parce que voilà, il y a beaucoup de montagnes et à côté. En fait, c'est une grande ville, c'est une très grande ville, et en fait, aux alentours, il y a des montagnes, des etc. lacs, canyons. Il y a plein de trucs. Mais je pense que c'est surtout aussi parce qu'on s'est fait des amis là-bas qui sont, encore une fois, très gentils. Très, très gentils. Qui parlaient anglais et ouais, ils ont été adorables avec nous. Donc, je pense que c'est plus les rencontres qu'on a fait qui nous marquent plus. Qui nous marquent l'esprit, ouais. C'est vraiment les personnes qu'on rencontre. Et c'est ça qu'on n'a pas quand on prend l'avion. Parce que vu qu'on peut pas traverser, on n'a pas toutes ces relations et tous ces souvenirs aussi que vous avez aujourd'hui et que vous pouvez raconter qui sont incroyables. Et là, vous êtes arrivé en Chine, c'est ça? Oui. Vous restez combien de temps en Chine? On est arrivé en Chine le 8 septembre et on va rester un mois et demi, un mois et demi. Parce qu'en fait, on a un petit, on va dire quoi, petit deadline où mes parents sont actuellement au Cambodge. Normalement, ils vivent en France, mais là, ils sont au Cambodge. Et j'ai une grande sœur qui va là-bas en novembre. Et du coup, l'idéal, ce serait qu'on arrive à peu près en même temps qu'elle au Cambodge. Mais voilà. Donc, du coup, ça fera un mois et demi en Chine. Aussi, on reste longtemps parce que il y a ma famille en Chine, à Canton, donc j'en profite aussi pour les retrouver parce que je les ai pas vus depuis 3-4 ans, même plus. 4-5 ans. Oui, parce que depuis le Covid, les restrictions ont été très dures. Et je les ai pas vus depuis trop longtemps. Donc c'était aussi la réalité qu'on se pose un peu aussi, parce qu'on s'est rendu compte que voilà, on a quand même si on a pris notre temps de voyager, c'est vrai qu'on a quand même changé pas mal d'endroits, c'était hyper riche et en même temps on a senti un besoin de se poser quelque part pendant un petit temps. Et donc voilà, ça nous permet de nous reposer, de revoir ma famille, que Virac rencontre ma famille. C'est la première fois du coup. C'est la bah oui. qui vient en Chine. Et en plus, tout est en chinois. Je peux partager un peu l'expérience. Ouais, moi, du coup, je suis bridé et les Chinois me prennent pour un Chinois. Du coup, ils me parlent en chinois. Donc, du coup, j'ai dû apprendre les 3 phrases où je dis je suis français, je ne sais pas parler chinois et mes parents sont cambodgiens pour leur expliquer que je suis bridé en fait. Ah, ok. Parce que les Chinois, ils s'attendent à un français, un peu, voilà, typé français, quoi. Et donc, quand il dit qu'il est français, généralement, les gens, voilà, première phrase, c'est, ah bon? On me le parle, mais tu me ressembles à un Chinois. Et ce qui est possible aussi pour les Français, c'est d'avoir un visa pour rester 90 jours en Chine. Obtenu. Parce que moi, en faisant mes recherches, j'avais vu que c'était 60 jours maximum et encore, fallait avoir de la chance. Et en fait, c'était un peu un hasard parce que pour aller en Chine, en fait, pour demander le visa chinois, il faut présenter une preuve comme quoi un billet d'avion pour y aller et aussi l'hébergement, que ce soit hôtel ou la famille qui nous accueille. Du coup, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté un billet d'avion 100% annulable, remboursable, hein. Et parce que du coup, on n'y va pas en avion. L'hôtel, pareil. Sauf que je me suis planté dans les calculs et au lieu de faire 60 jours pile, j'ai fait 61 jours. Du coup, en arrivant celui-là de Chine à Lyon, la dame m'a gentiment dit 61 jours, c'est pas grave, je fais un visa de 90 jours. Du coup, c'était tout bénef. Bon, on reste pas 90 jours, mais voilà, c'était pour les gens qui jamais veulent faire un visa pour la Chine, c'est possible d'avoir un visa 90 jours. Donc de rester 90 jours. Après, je pense que c'est un peu chance aussi, hein, ça dépend peut-être sur qui on tombe, etc. Oui. Mais bon, voilà, il a eu à Simon, du coup, un visa de 90 jours. Je l'ai fait à Lyon, pour le coup. De ce qu'on a entendu, normalement, c'est 30 jours, 60 jours, 90 jours, c'est quand même le rare, quoi. Non, moi, je l'avais pas vu avant, en fait. Je savais pas. C'est ce que... Mais par contre, ce qui est ouf par rapport à vos histoires, c'est que à chaque fois, on vous demande un billet d'avion, quoi. Genre, le fait de pouvoir arriver par la route, ça semble complètement impossible pour l'administration. Oui. Ensemble, on a quasiment toujours trouvé, parce que bon, Azerbaïdjan, c'était un cas particulier. Ça fait longtemps, en fait, que la frontière repoussait, en fait, l'ouverture, la frontière terrestre. Donc, on a dû aller sur place pour effectivement voir qu'il n'y avait pas d'autre moyen que de prendre l'avion. Mais sinon, c'était vraiment possible, voilà, de faire comme on avait prévu.
Mais par contre, au niveau administration, on sent vraiment que les gens, par défaut, ils pensent qu'on arrive par l'avion et qu'on repart par l'avion, quoi. C'est que, donc, quand on explique qu'on prenait pas l'avion, tout de suite, on a senti aussi, ouais, cette difficulté quand même dans les démarches administratives parce que on a pas pris l'avion. Parce que c'est pas commun et donc, voilà. Il y a beaucoup de pays où on peut demander les visas en arrivant sur place, mais c'est souvent dans les aéroports. Ah bah oui, donc il y a même ça, quand tu arrives par train, bah en fait t'as pas de bureau pour aller demander un visa si jamais tu l'as pas fait en ligne, quoi. C'est ça. Ouais. Donc heureusement qu'il y a des visas en ligne. Ouais. Donc ça veut dire que toute la partie même administration, demain, si on veut être plus bas carbone, notamment sur le voyage, il faudra faire des gros travaux pour savoir que bah maintenant quand on arrive en train, on peut avoir un visa là-bas, donc mettre peut-être un bureau. Enfin voilà, il y a vraiment toute une construction et pas que les gens eux-mêmes changer et arrêter de prendre l'avion, mais aussi l'administration de se mettre au niveau des demandes si on est de plus en plus à arrêter l'avion et donc de devoir un peu bouger d'endroit et pas être que à l'aéroport, quoi. Oui. Il y a autre chose aussi. Ça me fait penser en fait quand on va dans une gare, en fait, à part la Chine, parce que maintenant la Chine, réseau ferroviaire ont beaucoup développé et on sent que c'est quand même un moyen très emprunté par les Chinois et on voit que l'infrastructure est vraiment travaillée, etc. Il y a même des lounges business pour le train, pour les gares. Dans les gares, ouais. C'est vraiment immense, c'est bien fait quoi. C'est bien fait parce qu'en plus il faut imaginer qu'en Chine il y a beaucoup de population donc ils ont vraiment tout bien pensé pour que le flux soit fluide et malgré qu'on doit quand même ils contrôlent pas mal les bagages, on doit scanner nos sacs etc. avant de passer, tout le monde doit faire ça pour une question de sécurité. Et malgré qu'il y a beaucoup de flux de personnes, on a trouvé que c'était assez fluide et surtout on a vu que voilà ils ont mis le budget dans les gares pour que en fait ça donne envie en fait aux gens de venir en train. Il y a beaucoup de sièges. En fait, ça ressemble beaucoup à un aéroport. Ouais, alors que dans d'autres pays, dans les gares, on a clairement vu la différence entre la gare et l'aéroport. Donc c'est pas du tout le même confort. Parfois il y a même pas de chaises pour s'asseoir, donc on est debout. Enfin, voilà, c'est les choses comme ça où on se dit mais si on avait un lounge aussi pour les gares et si l'aménagement des gares était aussi confort que les aéroports, peut-être que ça encouragerait aussi les gens à prendre plus de trains, quoi. Et les trains étaient à l'heure pendant tous vos en Chine, oui. pendant tout votre périple. En Chine, il n'y a pas photo, c'était seconde près limite. Ouais. On a eu des petits retards. Non, on n'a pas eu beaucoup de retard, hein, franchement. Non, ouais, les trains, c'était... Après, c'était pas en Turquie où... En fait, au départ, c'était à l'heure, mais l'arrivée n'était pas forcément à l'heure, en fait. Beaucoup plus Ah, ok. Mais ça nous a arrangé parce que de base, on devait arriver vers 5 heures du matin. Donc, très peu de sommeil. 7 heures du matin. Ça nous permet d'arriver à une heure où, bah, au moins, on trouve les transports, puis on n'attendait pas à la gare à 5 heures, quoi. Et c'est quoi les prochaines étapes, là, après la Chine, donc le Cambodge, si j'ai bien compris? Oui, alors, du coup, le Cambodge, on va passer par le Vietnam. Donc, on va passer que quelques jours dans un premier temps au Vietnam pour aller au Cambodge. Et après, bah, il y a les 3 pays autour, donc Vietnam, Laos, Thaïlande. Et ça va durer à chaque fois 1 mois à peu près dans chaque pays. Et puis après, on va descendre pour aller en Malaisie. J'ai une connaissance qui habite là-bas en plus, donc ce sera cool. Après, c'est l'Indonésie. Voilà. En prenant, bah, le bateau, parce que c'est des îles. Ouais. Et vous pensez arriver quand en Indonésie, alors? Bah, j'ai l'habitude de dire mars, mais en fait, là, en te disant tous les pays que je viens de citer, ce sera peut-être un peu plus tard. Et apparemment, la bonne saison, c'est à partir d'avril ou mai. Donc, ça tomberait pile poil dans la bonne saison. Okay. Pas d'hasard. Hein. Et après, vous voulez rester vivre là-bas? Le projet initial, c'était d'y aller en me disant qu'on reste 1 an et puis on voit comment ça évolue. Après, moi, j'aime bien dire que j'ai 80% d'envie de retourner en France, mais je me laisse les 20% d'opportunités de rester là-bas. Parce que toute ma famille est en France, donc voilà. Ouais. Mais voilà, on sait pas encore. Honnêtement, on se laisse cette ouverture d'esprit. Oui. Ouais. On s'est dit, parce qu'en fait, on ne peut pas trop. On voit qu'il y a de plus en plus de digital nomades là-bas. On voit qu'il y a une grande communauté d'entrepreneurs. Donc, c'est ce qui nous a attirés aussi dans cette destination. On sait qu'on va bien manger pour pas cher. Mais du coup, on pourrait pas vraiment se dire avant d'y arriver si on va vraiment se plaire là-bas. Donc, on se laisse cette possibilité d'arriver sur place et voir comment on se sent. Et peut-être que dans plein des pays qu'on va traverser, on s'y trouvera aussi bien. Donc, voilà, on reste quand même flexible sur ça.
Mais en tout cas, à Bali, je pense que ouais, même si on vivrait pas là-bas, on resterait quelques mois, quoi. Ouais, plusieurs mois. Ouais. Et est-ce que si on revient à l'écologie, est-ce que vous avez senti dans les différents pays que vous avez pu traverser qu'il y avait l'écologie, on y pensait, ou alors pas du tout, ou alors vous n'avez pas eu l'occasion d'en parler? Alors, en Chine, c'est compliqué. Ils essaient de trier, mais sinon. Par contre, ils sont tous passés par. Maintenant, en fait, je vois la différence entre avant où il y a quand même beaucoup plus de moteurs, etc. Maintenant, tous les voitures, tous les scooters, ils sont tous passés en électrique. Donc c'est vrai que d'un point de vue déjà auditif, il y a beaucoup moins de bruit. La pollution aussi, parce que avant il y avait pas mal de d'émissions de moteurs. Ouais. Ouais, c'est vrai que maintenant c'est plus agréable quand même parce que ils sont tous passés en électrique. C'est limite un peu perturbant. On se croirait dans une ville du futur où on voit tout plein de mobylettes, des motos, des voitures, des bus se déplacer, mais on entend juste le bruit des klaxons de temps en temps et le bruit des frottements des piles. Enfin, pas les moteurs. Donc si on se pose 5 minutes en train de regarder tous les véhicules, moi je trouve ça futuriste en fait un peu. C'est cool pour le coup. Oui. Après les trains qu'on a pris c'était électrique, je crois la plupart du temps. On n'a pas trop fait gaffe. Et sinon c'était quoi? En Chine, oui. Ouais. Mais dans d'autres pays. Après moi c'était le Kazakhstan aussi. On a vu pas mal de gros SUV. Après on était proche de la montagne, mais du coup ça faisait pas mal de bruit et de pollution. On sentait vraiment la pollution quand on se baladait. Donc ça je trouve ça dommage. Après, niveau nourriture, là-bas, c'est en Asie centrale, du moins, c'est quasiment que de la viande. Donc là, c'était leur tradition. Après, il faut comprendre aussi que voilà, tu sais, parce que Virak, j'essaie de lui préparer aussi mentalement que manger vegan, c'est pas forcément simple dans l'Asie centrale. Ça fait partie de leur tradition de base. Ce sont les gens qui élevaient des animaux et qui en fait c'était leur vie, quoi. C'était ils élevaient les vaches, un mouton, et pour eux c'était normal qu'ils mangent ce qu'ils produisaient, quoi. Et finalement je pense que je suis moins noir ou blanc, je raisonne plutôt ok, c'est les gens ils font avec ce qu'ils ont, avec leur environnement. Faut savoir aussi que dans les terrains comme ça, c'est propice à élever les animaux et peut-être moins propice à faire pousser les légumes, les fruits, etc. Et finalement, si tout ça était importé, c'est écologiquement, je sais pas si c'est vraiment beaucoup meilleur de manger full vegan, alors que c'est leur tradition. Après, on est conscient aussi, on a discuté avec les locaux. Malheureusement, en tout cas en Chine, parce que je peux plus parler en chinois, qu'avant, les animaux, ils étaient élevés en plein air, et on voit le paysage, qu'ils ont l'espace pour s'éclater, et que on sent que les animaux sont quand même dans la nature, etc. Et je pense que déjà si on arrive à revenir dans une consommation plus, si on peut parler de raisonner, que les animaux sont grandis dans un périmètre où on y vit, personnellement en tout cas je culpabiliserais moins de manger de la viande qui a été des animaux qui ont bien profité de leur vie et que c'est produit juste à côté, quoi. Mais par contre, aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup moins d'animaux qui sont élevés en plein air, et du coup, maintenant, ils mangent plus des produits transformés, oui, comme des croquettes, comme des choses comme ça. Après, il y a la culture aussi, ils disent que, on disait au début, c'est que, pour les Kazakhs, nos amis, ils pensent que la viande, c'est forcément fait pour avoir du muscle, avoir de l'énergie, quoi. Si tu manges pas de viande, bien sûr, il y a encore beaucoup d'idées conçues. Ouais, il y a encore beaucoup d'idées conçues, et pour les gens qui ont toujours mangé de la viande, ça leur paraît inconcevable de ne plus du tout manger de la viande, et pourquoi. Donc on est toujours dans ce truc de, pour qu'ils nous comprennent, il faut bien sûr, on explique notre démarche, pourquoi, etc. Mais on peut pas toujours attendre à ce que eux ils comprennent tout de suite, parce que il faut passer par des étapes, et parce qu'ils ont, il y a dans des pays où, par exemple, au Ouzbékistan, on a trouvé 0 tofu, on trouvait pas, en fait, d'alternatif que de la viande, et on a difficilement trouvé un resto qui proposait autre chose que la viande. Quand on discutait avec les gens, on disait on mangeait pas de viande, tout de suite ils disent mais vous mangez quoi? En fait, c'est autre chose que de la viande, parce que c'est tellement ancré dans la culture. Ouais, c'est vraiment inconcevable. Ou alors tout de suite ils vont penser qu'on est activiste, ou un peu tout ou rien, quoi. Ouais. L'Ouzbékistan, en termes de nutrition, c'était là où c'était le plus compliqué, l'Ouzbékistan. Oui.
Oui, puis en même temps, c'est pas forcément à eux de changer aujourd'hui quand on regarde l'impact carbone qu'on peut avoir par individu. En soi, c'est plus à nous de changer que à eux. Donc on peut aussi comprendre que pour eux encore, c'est encore loin, quoi. Ouais, Et carrément. Non, puis j'ai vraiment, quand je vois, je me rappelle, je sais plus avec qui j'ai parlé, mais quand on voit c'est les gens qui élèvent leurs animaux et que ça leur appartient et que c'est leur mode de fonctionnement, je me vois pas du tout leur imposer à manger vegan ou végétarienne. C'est comme ça qu'ils vivent, quoi. Et par contre, il y a un truc qui m'a marqué, c'est pourquoi maintenant les animaux mangent plus des produits transformés que de l'herbe, alors qu'ils avaient de l'herbe partout. C'est que ça permet d'avoir un profit plus rapidement parce que ils grandissent plus facilement et en fait finalement sur le marché ils sont vendus au même prix. Donc encore une fois, ça en revient au profit plutôt que bien-être ou la durabilité. Et si vous aviez un conseil ou des conseils à donner pour des gens qui voudraient partir comme vous, faire un voyage sur plusieurs mois, qu'est-ce que vous pourriez leur donner? De suivre notre compte Instagram. De prévoir. Ouais, alors je pense qu'il faut avoir plutôt des caractéristiques de personnes, c'est d'être ouvert d'esprit, parce que voilà, c'est par exemple, tu nous demandais sur notre retour potentiel, beaucoup de gens nous demandent quand est-ce qu'on va retourner ou combien de temps on va rester à Bali. Et au début, on avait une petite date, on va dire, de retour. Donc le projet c'était de rester 1 an en voyage. Au final, je pense qu'on va rester plus qu'1 an en voyage. Enfin, on verra, mais voilà, en termes d'ouverture d'esprit, c'est par rapport à la date et aussi par rapport tout ce qui est personnes qu'on rencontre. Là, on a parlé de vegan et de pas vegan. Il faut accepter les autres comment ils sont parce qu'ils ont leur background, histoire, leur tradition. Et ça, c'est aussi intéressant pour nous, mais il faut avoir une certaine ouverture d'esprit pour s'intéresser aux gens et pour accepter comment ils sont aussi. Moi, je sais que je fais pas mal d'efforts par rapport à ça. Au début, c'était avec mes amis, mais aussi maintenant avec d'autres personnes, c'était de me dire, ça c'est pas bien ce qu'il fait. Et en fait, mais il fait ça parce que il y a tel autre truc qui s'explique, quoi, en fait. Oui, en fait, on vit pas leur vie, donc on peut pas forcément regarder avec nos propres lunettes. Donc, par exemple, si on prend un exemple concret au Ouzbékistan, une chose qui m'a frappé, c'est qu'il y a très peu de femmes qui travaillent là-bas. Et on a parlé avec un chauffeur de taxi de notre âge, on a discuté on s'est échangé un petit peu parce qu'il parle un peu anglais. Et il était très fier, en fait, de dire que sa femme ne travaille pas, elle est à la maison, c'est lui qui fait entrer l'argent pour la famille, etc. Et donc, moi, un peu féministe, elle a choisi ça, etc. Et en fait, je dis, mais Ouzbékistan, c'est normal. En fait. C'est normal et c'est bien pour une femme de rester à la maison parce que sinon, ils peuvent avoir des problèmes dehors, ils peuvent attirer des problèmes. Et pour moi-même, du coup, avoir vécu malheureusement un petit temps d'un monsieur qui me suivait dans la rue. Il était insistant, bon, il m'a rien fait de mal en soi, mais il était très insistant, je comprenais pas ce qu'il voulait, mais me montrer une liasse de billets et enfin bon, j'ai pas trop compris exactement voilà ce qu'il voulait, mais je me sentais très mal à l'aise et pourtant j'ai juste marché 5 minutes. 5 minutes où elle était toute seule en Ouzbékistan là. Et oui, je me suis pas sentie voilà en sécurité ou libre comme on peut se sentir peut-être en France ou dans d'autres pays. Et c'est là aussi que je me suis dit waouh, voilà je me bats un peu pour l'égalité homme-femme, mais je me rends compte aussi que dans certains pays on n'a pas toujours la même mentalité, on n'a pas toujours la même liberté voilà de se promener dehors toute seule quand on est une femme. Donc voilà, c'est les choses. Voilà, on parlait de l'ouverture d'esprit. Ça, c'est les choses voilà qu'on comprend après qu'on est resté un certain temps, qu'on a eu l'opportunité aussi d'avoir discuté avec quelques personnes. Voilà, faut garder dans la tête que voilà, quand on sort de notre pays, on n'a pas forcément le même fonctionnement, on n'a pas les mêmes codes en fait. Aussi en termes de conseils, si des personnes veulent partir, par exemple si c'est un couple, nous dans le couple on communique énormément. Et là, partir, on va dire 1 an en voyage, il faut comprendre qu'on est H24 ensemble. Et presque. Heureusement, maintenant, on essaie de se prendre du temps chacun pour soi. Mais c'est quand même une épreuve pas simple pour certaines personnes. Nous, ça se passe très bien. Mais parce que voilà, comme je le dis, on communique énormément. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas, on se le dit. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe bien, on se le dit aussi. Et voilà, c'est ultra important. Oui. Après, c'est un voyage à deux. Donc, à la fois, en fait, c'est vrai que on a une compagnie de voyage, ça rassure.
Et à la fois, c'est comme, il faut tolérer, en fait, l'autre personne tout le temps. Et bon, déjà, quand on habite ensemble, voilà, on peut voir ça. Mais quand on voyage ensemble, un voyage aussi long comme on fait, c'est vrai qu'on passe beaucoup d'épreuves ensemble. Il y a des moments durs, enfin, comme on a parlé, des galères, des moments de stress, des moments de panique. On en a eu, hein, c'est pas toujours tout beau, tout rose, notre voyage. Mais on pense aussi que c'est ça qui fait que notre couple devient de plus en plus fort, et parce que ça nous permet aussi de mieux connaître l'autre en toutes circonstances. Et sinon, si les personnes sont seules, je dirais que c'est intéressant aussi dans le sens où ça permet de se découvrir plus soi-même et d'avoir peut-être plus d'opportunités pour rencontrer d'autres personnes. C'est-à-dire comme nous on est à 2, les gens vont peut-être moins venir vers nous. C'est aussi chacun a son avantage, quoi. Oui. En fait, ça crée aussi une sorte de zone de confort, parce que quand on est entre nous deux, on peut toujours parler en français, on se comprend, etc. C'est vrai que quand on part tout seul, souvent je me demande comment je serais fait tout seul en Chine, parce que par exemple en Chine, voilà, si tu parles pas chinois, il y a beaucoup de fonctionnement qui est très très différent de la France. Comment utiliser les applis, comment payer sans cash, comment trouver des bons plans, etc. C'est vrai qu'on s'aide pas mal et on essaie de trouver un point d'équilibre, parce que par exemple pour la Chine, c'est vrai que Vira compte beaucoup sur moi parce que je parle chinois. Mais en même temps, je suis partie de la Chine très jeune, j'avais 12 ans, donc il y a beaucoup de choses où je n'ai plus de repères, en fait. Je parle chinois, mais tout a changé ici, c'est plus le même fonctionnement, etc. Donc il fallait aussi un temps d'adaptation, donc voilà, ça passe par beaucoup de compréhension de l'autre, de l'aide. Donc oui, par la communication, pour savoir où est-ce qu'on se sent, comment on se sent, et de pas peut-être faire d'hypothèses pour l'autre en disant que c'est bon, elle parle chinois, elle s'est débrouillée, elle peut tout traduire. Voilà, c'est pas de faire se mettre une image en fait dans la tête que l'autre personne peut tout faire, etc. C'est vrai que dans notre groupe, on a, je pense, trouvé à part pour la Chine, voilà, c'est vrai que c'est assez particulier, tout en chinois, etc. Donc peut-être l'équilibre avait un peu changé, mais sinon jusqu'à là, on avait chacun en fait nos trucs. Domaine de préférence. Domaine de préférence et d'aisance, je dirais. Aussi. Donc on arrive à assez bien combiner ce qu'on a à faire pendant le voyage, comment on prévoit chaque étape. Ok. Donc si je résume, c'est communication, ouverture d'esprit, utiliser sa zone de génie. Oui, c'est ça. Ouais. Et s'organiser, mais pas trop. Oui, voilà, c'est garder la flexibilité, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, exactement. Et dernière question, qui est une question un petit peu philosophique, c'est qu'est-ce que l'écologie pour vous? J'ai pas ma fiche juste à côté là. Moi, dans ma vision, c'est en lien avec notre environnement, que ce soit la planète, la faune et la flore, et les humains qu'on a autour de nous. C'est de faire en sorte qu'on améliore et qu'on laisse après notre passage une meilleure planète dans laquelle on est arrivé, en fait. Ouais, c'était assez rapide. C'est mon objectif, surtout. C'est plutôt ça. Ok. Pour moi, l'écologie, ça passe par bien-être individuel et collectif. Donc, et ça passe le rôle aussi la relation aux autres. Je pense qu'on a une meilleure relation aux autres, on a une meilleure compassion aussi, que ça soit entre les humains et aussi avec les animaux. Parce que actuellement, je trouve qu'on a une société qui est très axée sur nous, les humains, on est chez nous, alors que on a moins la capacité à penser les animaux qui disparaissent à cause des activités de l'homme. Eux, c'est chez eux aussi en fait. Donc moi, mon idéal écologique, ça serait que voilà une planète plus en équilibre, et que pour que le bien-être de l'homme ne soit pas en fait en détriment de bien-être des animaux et de la planète. Pour les futures générations aussi, parce que voilà, on sait maintenant que les ressources sont limitées et qu'il faut qu'on en prenne soin. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment e.vie.de2ment.podcast@gmail.com. En attendant mardi prochain, je vous souhaite, évidemment, de jolis moments de vie en pleine nature.